Le président de la République préside au palais présidentiel la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Cour des comptes. Clôture de la seconde session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021, marquée par la discussion et l'approbation d'un certain nombre de textes qui touchent à différents aspects de la vie du citoyen. Notre pays réceptionne 80 000 doses de vaccins anti-Covid-19, dont de l'État des Émirats arabes unis. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Un conseil avant le développement de ces titres. Pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a présidé cet après-midi au palais présidentiel la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Cour des comptes. Le président a appelé M. Hamid Ould Ahmad Taleb à prêter le serment suivant. Je jure par Allah le Tout-Puissant d'accomplir ma mission avec honnêteté et impartialité en respectant la Constitution et les lois en vigueur, en préservant le secret des délibérations et en agissant comme un magistrat honnête et dévoué. Et à l'issue du serment, le président de la République a déclaré le nouveau président de la Cour des comptes installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence de messieurs, M. Mohamed El Bilal Massoud, Premier ministre, Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée nationale, Diallo Mamadou Batia, président du Conseil constitutionnel, Adama Soko, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Mahmoud Ould Abdallah Ould Baye, ministre de la Justice, El Hussein Ould Naji, président de la Cour suprême, Ahmed El Hassan Ould Cheikh Mohamed Hamd, président du Haut Conseil islamique, Sidi Mohamed Ould Mohamed Lamine, procureur général de la République près la Cour suprême, Mohamed Mahmoud Ould Lammat, chargé de mission à la présidence de la République. La seconde session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021 a été clôturée aujourd'hui. La cérémonie de clôture de la session parlementaire s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'événement a été marqué par un discours du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye. Traduction intégrale de ce discours avec Yad Alifal. Au nom d'Allah, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur notre noble prophète. Honorables ministres, collègues députés, mesdames, messieurs, nous concluons aujourd'hui notre deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021, qui a vu la discussion et l'approbation d'un certain nombre de textes qui touchent différents aspects de la vie des citoyens et ajoutent de nouvelles briques à l'édifice de développement de la nation et comble de nombreuses lacunes dans notre système juridique. Cette session a également vu les représentants du peuple recevoir de nombreuses clarifications sur le travail du gouvernement, grâce à la réponse de ses membres et à un nombre sans précédent de questions orales de députés au cours d'une session parlementaire depuis la création du Parlement mauritanien, ce qui renforce le rôle de contrôle de notre honorable Chambre et prend racine dans notre démocratie confiante. Mesdames, Messieurs, l'une des manifestations et l'un des acquis les plus importants de cette démocratie est la liberté d'expression dont nous jouissons aujourd'hui, que nous devons préserver et renforcer en évitant ses aspects négatifs, en rationalisant son utilisation et en évitant tout ce qui peut affecter nos principes, affecter négativement la cohésion de nos sociétés, saper le prestige de nos symboles et de nos institutions ou porter atteinte à l'honneur de nos citoyens. Honorables ministres, collègues députés, mesdames et messieurs, vous êtes sans doute conscients que notre usage rationnel de cette liberté d'expression est un facteur essentiel pour la stabilité du pays et une aide à ses services de sécurité dans la maîtrise de la sécurité qu'imposent les transformations sociales et l'expansion urbaine
pour faire face à ces exigences avec de nouvelles méthodes et des stratégies capables d'accompagner l'évolution concomitante de la criminalité. J'en profite pour féliciter la police nationale d'avoir pu, malgré les ressources humaines limitées, arrêter et traduire devant la justice toutes les personnes impliquées dans les crimes récents. D'autre part, nous demandons à l'organe exécutif de lutter strictement contre l'abus et le trafic de drogue en activant les lois pertinentes, en recherchant et comblant leurs lacunes en coopération avec l'autorité législative et en incluant dans nos programmes éducatifs, de conseils et médiatiques une plus grande sensibilisation aux dangers des narcotiques. Ce n'est pas un secret pour vous que protéger nos enfants de cette menace représente une étape importante sur la voie de l'accomplissement de nos devoirs individuels et collectifs, liés à la protection des hommes de demain, leur éducation saine, leur formation pour les immuniser contre toutes les formes de déviation qui sont devenues un danger imminent en raison de l'utilisation généralisée des réseaux sociaux qui ont des avantages et des inconvénients. Dans ce contexte, le rôle des pères et mères reste primordial dans le suivi des enfants à travers une coordination permanente avec la famille éducative. Honorables ministres, collègues députés, mesdames et messieurs, avant de conclure, il faut aussi souligner la nécessité de prendre les mesures officielles et populaires nécessaires pour faire face à la troisième vague du Covid-19 et continuer à soutenir le secteur de la santé qui a affronté les deux vagues précédentes avec courage et efficacité. Nous lui souhaitons succès dans sa noble mission et nous prions Allah le Tout-Puissant d'élever le fléau et l'épidémie de notre pays et de toute l'humanité. Mesdames et messieurs, cette épidémie a appris à notre pays et aux pays du monde que nous devons avoir des plans prêts pour faire face aux urgences sanitaires qui attaquent sans avertissement, comme les catastrophes naturelles résultant des changements climatiques, tels que les inondations, les incendies et la sécheresse. Nous avons vu récemment dans de nombreux pays de différents continents des catastrophes comme des incendies, des torrents et des inondations. Cela doit alerter les hommes pour qu'ils prennent conscience des dangers auxquels l'univers et sa diversité biologique sont confrontés en raison de notre comportement vis-à-vis de l'environnement. C'est ce qui nous oblige, comme tous les pays du monde, à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver notre environnement écologique, notamment dans les domaines de la pêche maritime à l'exploitation minière. Enfin, je vous souhaite de bonnes vacances parlementaires et vous annonce avec la bénédiction d'Allah la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 des règles de procédure de l'Assemblée nationale. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur vous. Hier, l'Assemblée nationale a adopté au cours d'une session plénière tenue sous la présidence de son vice-président, M. Mohamed El-Mokhtar Sidi Taleb, un projet de loi portant sur une convention entre la Mauritanie et l'État du Koweït relative à la non-double imposition et à la lutte contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital. Le point avec Mohamed El-Khattab. Au cours de cette session plénière tenue sous la présidence de M. Mohamed El-Mokhtar Sidi Taleb, vice-président de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un projet de loi portant sur une convention entre la Mauritanie et l'État du Koweït relative à la non-double imposition, à la lutte contre l'évasion financière en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital, signé à Nouakchott le 27 décembre 2009. Dans leurs interventions, les députés ont loué cette convention entre la Mauritanie et le gouvernement du Koweït, dont ils ont salué les efforts visant à renforcer le développement de notre pays. Ils ont souligné le désir de ne recourir à l'endettement qu'en cas de nécessité, tout en assurant qu'une grande partie des prêts déjà contractés par les gouvernements successifs n'avaient pas enregistré de résultats probants sur le terrain, alors que ces prêts et leurs intérêts demeurent un fardeau sur l'économie du pays. De son côté, le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould El-Dhahabi, a précisé dans son intervention devant les députés que cette convention s'inscrit dans le cadre des résultats de la fructueuse visite entamée du 12 au 15 juin dernier par une délégation gouvernementale koweïtienne de haut niveau en vue de la préparation de la réunion prochaine de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-koweïtienne qui se tiendra en octobre prochain.
Le ministre a indiqué qu'au cours de cette visite, l'accent a été mis sur la redynamisation des accords de coopération économique, technique et de protection mutuelle des investissements, en plus de la nécessité pour la partie mauritanienne d'achever les procédures et actes juridiques liés à l'entrée en vigueur de ces accords. Ouel Dhabi a précisé que l'application de cette convention permet d'effectuer des contrôles juridiques et réglementaires visant à éviter la double imposition, à prévenir l'évasion financière liée à l'impôt sur le revenu et le capital, à lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a par la suite souligné qu'elle ne manquera pas d'améliorer le climat des affaires, de faciliter les opportunités pour la coopération commerciale et d'attirer des investissements étrangers directs entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a décoré à Nouakchott, au nom du président de la République, l'ambassadeur d'Espagne, son Excellence M. Jesus Santos Aguado, dont la mission s'achève en Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence des chargés de mission et des conseillers au cabinet du ministre, des directeurs centraux et d'autres fonctionnaires du département des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur espagnol en présence du secrétaire général par intérim du ministère. Et au chapitre des décorations toujours, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl El-Cheikh Ahmed, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, l'ambassadrice d'Allemagne, son Excellence Madame Gabriela Guelil, dont la mission s'achève en Mauritanie. Le ministre s'est ensuite entretenu avec l'ambassadrice allemande en présence du secrétaire général par intérim du ministère. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence des chargés de mission et des conseillers au cabinet du ministre, des directeurs centraux et d'autres fonctionnaires du département des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Page coopération, État des Émirats arabes unis a fait un don aujourd'hui de 80 000 doses de vaccins à la Mauritanie en soutien aux efforts du gouvernement destinés à l'immunisation des populations contre la Covid-19. C'est le ministre de la Santé qui a réceptionné ce don en compagnie de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Mohamed El-Khattat nous en dit plus. C'est un avion provenant des Émirats arabes unis et transportant une quantité de 83 000 doses de vaccins Covid-19, dont des Émirats arabes unis à notre pays, pour soutenir les efforts du ministère de la Santé visant le contrôle de la pandémie par la vaccination. Les doses de vaccins ont été réceptionnées à l'aéroport international Le Moutossi de Nouakchott par le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, accompagné de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Mauritanie, son Excellence Hamed Ghanem Hamed El Mouhairi. L'arrivée de la cargaison, qui coïncide avec l'inauguration il y a 2 jours par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, de l'hôpital de campagne Cheikh Mohamed Ben Zayed pour la prise en charge des malades de la Covid-19, constitue un apport de taille pour notre système sanitaire et une preuve éloquente de la solidarité et de l'exemplarité des liens de coopération unissant la Mauritanie et les Émirats arabes unis. L'occasion pour le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, de remercier l'État frère des Émirats arabes unis pour son soutien significatif face à cette pandémie entrée dans sa 3e vague, rappelant qu'ils ont été les premiers à nous livrer des vaccins, des équipements et des techniciens pour la formation de nos staffs soignants. À chaque étape d'étude, les Émirats arabes unis étaient à nos côtés, livrant dose sur dose, et ce n'est là qu'un jalon de plus dans le renforcement des relations unissant nos 2 pays. De son côté, l'ambassadeur des Émirats arabes unis, son Excellence Hamed Ghanem Hamed El Mouhairi, a indiqué que cette initiative sanitaire et humanitaire incarne l'approche des Émirats arabes unis et leurs efforts continus pour soutenir le peuple mauritanien frère, en lui apportant une assistance dans tous les domaines. Les relations unissant les 2 pays, ne cessant de connaître une constante croissance, a-t-il souligné. Il est à noter que les Émirats arabes unis ont été l'un des premiers pays à livrer à la Mauritanie des fournitures médicales pour renforcer sa riposte contre la pandémie de la Covid-19 et un personnel médical pour apporter son expertise.
Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de consultation sur la mise en place d'une plateforme numérique organisée par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Bokar Baylaba. Pour la Mauritanie, l'intégration dans la société de l'information constitue un moyen privilégié à la fois pour le développement humain, la cohésion sociale et la croissance économique. Grâce aux possibilités qu'elles ouvrent et aux ressources qu'elles génèrent, les technologies de l'information et de la communication comptent parmi les leviers indispensables du développement. D'ailleurs, c'est toute la pertinence de ce colloque en ligne sur la concertation nationale sur le numérique. Et à cette occasion, le ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Abdelaziz Ould-Dahi, a indiqué qu'il existe d'énormes opportunités offertes par les solutions numériques pour dynamiser l'économie nationale et améliorer la qualité des services de l'administration et du secteur privé. En d'autres termes, il s'agit de généraliser les moyens d'accès, mettre à sa disposition de contenus variés, entre autres. Le citoyen sera en mesure d'obtenir l'information et les services indispensables à l'amélioration de ses conditions de vie et de sa productivité. Il a indiqué que le nouveau ministère compte favoriser l'émergence d'une vision partagée fondée sur une approche intégrée de la transformation numérique. L'objectif est de transformer en profondeur l'administration et mettre en place un cadre et des leviers incitatifs pour favoriser l'accès à la digitalisation au niveau des entreprises, générant ainsi un impact positif significatif sur le plan économique et social. Le colloque a été également ponctué par les interventions de plusieurs éminentes personnalités sur l'état des lieux et acquis du secteur des technologies de l'information et de la communication dans notre pays, la vision du département et le partage du projet de stratégie du numérique en cours de préparation. Les intervenants ont également discuté de la contribution et l'adhésion de toutes les compétences et expertises nationales et la diaspora à ce projet de transformation numérique. Début ce matin à Nouakchott des travaux de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres des États membres de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte. Des questions telles que l'évaluation du travail de l'initiative et l'étude des questions institutionnelles et organisationnelles font l'objet de cette rencontre. Abdul Adamaba. Cette 7e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte compte se pencher sur le plan décennal d'investissement prioritaire 2021-2030 afin d'améliorer la résilience écologique, économique et sociale des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Elle permettra d'aménager et de récupérer 100 millions d'hectares de terres arables et agropastorales, la création de 10 000 ouvrages hydrauliques, la mise en place d'infrastructures énergétiques, entre autres. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, en sa qualité de présidente du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, a présidé cette cérémonie d'ouverture durant la première décennie de mise en œuvre de l'initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte. D'importantes réalisations ont été notées en matière de restauration des terres rurales dégradées, de gestion durable des systèmes agricoles et pastoraux, d'amélioration du couvert forestier, de promotion des énergies de substitution, de développement des opportunités économiques ou encore de renforcement des capacités techniques. Plus précisément, ces réalisations, dont l'impact sur le terrain est tangible, ont concerné la restauration d'environ 4 millions d'hectares de terres, la création de plus de 200 000 emplois verts productifs, ainsi que la formation de 150 000 personnes, notamment des femmes et des jeunes. À travers ces actions, nous avons montré qu'il était possible de construire une dynamique de développement inclusif et durable à l'échelle des territoires ruraux. La Grande Muraille Verte du Sahel, dans sa nouvelle approche, doit ainsi s'intégrer au programme de relance et au plan de développement post-Covid. À ce titre, les gouvernements, au-delà des départements sectoriels chargés de l'environnement, doivent lui accorder une place de choix, y compris pour les arbitrages budgétaires. Il est ainsi souhaitable de promouvoir la Grande Muraille Verte auprès de l'ensemble des institutions nationales concernées, afin que les financements et les appuis des partenaires au financement puissent rapidement se concrétiser sur le terrain. Malgré la faiblesse des ressources, le bilan de la première décennie 2020-2030 fait ressortir
des réalisations concrètes à impact positif qui posent les jalons et conditions nécessaires pour impulser le développement économique local, résilient et optimiser les capacités d'adaptation et de résilience des communautés et populations locales, ainsi que la résilience des écosystèmes. Au-delà de ces statistiques, le bilan a également permis de mieux cerner les contraintes et de capitaliser d'importantes leçons apprises et des orientations prospectives et nous inscrire dans une autre logique, une autre ambition forte 2030, véhiculée par un plan d'investissement prioritaire fiable. Le maire de la commune de Tafrak Zeina, Taliboul Mahjoub, a souhaité la bienvenue aux délégations venues prendre part à cette 7e session du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette institution panafricaine réunit 11 États sahéliens, dont les différents ministres chargés de l'environnement et des membres du gouvernement ont pris part à ces cérémonies d'ouverture. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres. Au cours de la conférence de presse, le porte-parole a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, de décrets et des communications, dont les projets de décret instituant une nouvelle carte nationale d'identité et la réglementation des titres de voyage. Mohamed El-Khattab. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu un peu plus tôt la journée. Au cours de la conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de loi, de décrets et des communications, dont les projets de décret instituant une nouvelle carte nationale d'identité et la réglementation des titres de voyage. Selon le porte-parole du gouvernement, le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2012.030 du 25 janvier 2012, instituant une nouvelle carte nationale d'identité et fixant les règles de sa délivrance, s'inscrit dans le processus de modernisation de l'état civil à travers l'actualisation des pièces, mais aussi avec le renouvellement des équipements et logiciels. Il a annoncé qu'en plus de la nouvelle carte nationale d'identité, une nouvelle carte de résident pour les étrangers établis sur le sol mauritanien, une carte grise ainsi qu'un permis de conduire, tous biométriques, seront délivrés par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. En outre, il a indiqué que l'un des objectifs du projet de décret est de permettre l'intégration des couleurs nationales. S'agissant du second projet de décret, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2012.032 du 26 janvier 2012, modifié par le décret numéro 2012.111 du 2 mai 2012, réglementant les titres de voyage, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'il permettra à la Mauritanie d'être en conformité avec ses engagements internationaux par rapport à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ainsi, les réfugiés en Mauritanie pourront jouir d'un titre de voyage conformément à la Convention de 1951. Outre les réfugiés, d'autres personnes étrangères avaient dans certaines circonstances accès au passeport mauritanien. Désormais, seront dotés d'un titre de voyage en lieu et place du passeport. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a répondu à une série de questions, dont une en rapport avec la situation épidémiologique en Mauritanie. À ce propos, il a indiqué que la barre des 1000 cas positifs au Covid-19 en une semaine a été dépassée. De plus, le nombre de décès a doublé au cours de la même semaine, passant de 12 à 26 cas. C'était l'occasion pour lui de revenir sur les mesures prises récemment par les autorités. Il a souligné que toutes les administrations vont s'organiser de telle sorte que le personnel non essentiel puisse travailler à distance. En ce qui concerne ceux dont la présence physique est nécessaire,
il a été recommandé, entre autres, d'alterner et d'aménager les heures de travail. Il a souligné que toutes les administrations vont s'organiser de telle sorte que les personnels non essentiels puissent travailler à distance. En ce qui concerne ceux dont la présence physique est nécessaire, il a été recommandé, entre autres, d'alterner et d'aménager les heures de travail. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que le taux de vaccination reste encore très bas, malgré l'acquisition par la Mauritanie de centaines de milliers de doses de vaccins. Il a exhorté les populations à se vacciner et à scrupuleusement observer les mesures barrières. M. Mokhtar Dahi a souligné qu'un pic de cas positifs a été constaté à Nouadhibou. Il a tenu à rassurer en précisant que la capitale économique est bien outillée pour gérer cette situation, aussi bien sur le plan des ressources humaines que matérielles. Il a ajouté que les autorités ont dépêché sur place un coordinateur pour superviser la riposte. Le porte-parole du gouvernement s'est félicité de l'inauguration mardi de l'hôpital Mohamed Ben Zayed par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Cet hôpital illustre une nouvelle fois les relations séculaires que la Mauritanie entretient avec les Émirats arabes unis, a ajouté le ministre. Selon lui, c'est un apport important au système sanitaire du pays, car l'hôpital a une capacité d'accueil de 120 lits, dont 24 destinés à la réanimation. Équipé d'une centrale d'oxygène, l'hôpital est apte à recevoir et à prendre en charge des cas de Covid-19, a précisé le porte-parole du gouvernement. En outre, il a répondu à une question relative à l'examen du baccalauréat 2020-2021. D'après lui, les dispositions nécessaires ont été prises afin de lutter contre la tricherie. Parmi elles figure l'interdiction des téléphones dans les salles d'examen. Jusqu'ici, plus de 300 candidats ont bravé cet interdit, a-t-il déclaré, avant de confirmer que le règlement sera appliqué. Le porte-parole a souligné que les autorités ont décidé de ne pas couper l'Internet à l'occasion des examens nationaux, car c'est contre-productif. Il a estimé que les répercussions étaient négatives, aussi bien au niveau économique que pour l'image du pays. Il a enfin annoncé que les 2 Mauritaniens qui avaient été enlevés au Mali il y a quelques jours ont été libérés et rapatrié par avion militaire. Direction à présent Kifa, où a débuté ce matin un atelier sur le protocole de partenariat et de coopération signé entre la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et l'Association des maires mauritaniens. L'accord vise à mettre en place un mécanisme de concertation entre la délégation et les acteurs locaux afin d'identifier les domaines d'intervention qui feraient avancer le processus de développement local dans la wilaya de la Saba. Bokar Belaban en dit plus. La rencontre regroupe les autorités administratives et municipales. Objectif : faire un focus sur les différents programmes de la délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion dans la wilaya de la Saba. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du protocole de partenariat et coopération signé entre Ta'azur, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et l'Association des maires de Mauritanie. Et à cette occasion, le délégué général de Ta'azur, Mohamed Mahmoud El Bouasria, a souligné que le forum a pour objectif de relancer une dynamique globale de développement local. Il a indiqué que le plan national de solidarité et de lutte contre les exclusions se veut être un vecteur de développement économique et social intégré au profit des populations les plus vulnérables. Il s'agit, selon lui, d'un des axes majeurs du programme du président de la République. Le délégué a en outre mis l'accent sur l'importance de développer les filières de sécurité sociale, améliorer la sécurité alimentaire, augmenter les revenus ainsi que le pouvoir d'achat des couches nécessiteuses. Autre intervention, c'est celle faite par le wali de la Saba, Mohamed El Ahmed Maouloud, qui a indiqué que l'atelier démontre l'intérêt que Ta'azur accorde à la wilaya. Il a salué les interventions de Ta'azur en matière de lutte contre la marginalisation, notamment à travers le soutien accordé aux franges les plus démunies et le renforcement de l'accès aux services de base et le développement d'activités génératrices de revenus, entre autres. De son côté, le président de l'association des maires de la Saba, Jamal El Kouboud, a au cours de son intervention loué les efforts de Ta'azur qui ont eu un impact positif sur les couches les plus vulnérables à travers la mise en place des mécanismes efficaces. Pour rappel, le programme Sheila comprend 4 composantes: éducation, santé, eau et électricité. Il vise à apporter un intérêt particulier aux populations pauvres, notamment
en octroyant une allocation financière mensuelle individuelle de 35 000 anciennes ouguiyas au profit de 200 000 familles démunies. Retour à Nouakchott où l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a organisé ce matin un atelier pour discuter des mécanismes de coordination des interventions des partenaires au développement de notre pays au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi. Le point avec Mohamed El-Khattat. C'est un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour améliorer la coordination entre les partenaires et apporter des informations sur la planification et le renforcement des actions au niveau de la wilaya du Houd al-Sharqi. L'occasion pour le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahi Ould Hamid, de souligner. La Mauritanie est affectée depuis quelques années par le conflit malien, dont l'une des conséquences est l'afflux des réfugiés fuyant l'insécurité dans leur pays. La wilaya du Houd al-Sharqi accueille aujourd'hui plus de 70 000 réfugiés. Ce phénomène entraîne une forte concentration de personnes et de bétail dans les localités de la wilaya et accentue la pression sur les ressources naturelles et sur l'environnement et comporte des conséquences sur les activités économiques et les réalités sociales de la circonscription. La wilaya du Houd al-Sharqi, essentiellement pastorale, est affectée par une sécheresse cyclique et une insécurité alimentaire récurrente. L'absence d'articulation et de coordination entre les administrations déconcentrées et les structures décentralisées entraîne un manque d'alignement des programmes de développement au niveau local. Pour sa part, le wali du Houd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah Oulewa, a quant à lui précisé que cet atelier d'information et de sensibilisation sur la coordination des interventions des partenaires au développement au niveau de sa wilaya va permettre à ces derniers de rencontrer les autorités administratives, le conseil régional et les élus à travers l'association des maires pour créer un seul et même cadre afin que leurs interventions aient un impact sur la vie des populations. De son côté, la représentante de l'Alliance Sahel, Bruxelles Bénédicte, a souligné que le Houd al-Sharqi a été désigné comme étant la zone où se déploie l'approche territoriale intégrée. L'Alliance Sahel, qui réunit les partenaires présents en Mauritanie, notamment l'Union européenne et la Banque mondiale, qui sont les porte-paroles des partenaires de l'Alliance Sahel, la BAD, et pour les partenaires et le système des Nations Unies. Et pour les partenaires bilatéraux présents ici en Mauritanie, nous avons l'Allemagne, l'Espagne et la France à travers l'AFD. Donc l'idée de cette réunion est essentiellement de renforcer le lien entre les directions centrales des ministères sectoriels et les services déconcentrés de l'administration et les services décentralisés de l'administration, de façon à ce que tout ça se coordonne au mieux, à ce qu'on ait des politiques plus ancrées sur le territoire, plus pertinentes par rapport au territoire. L'atelier a été marqué par des exposés revisitant la situation géographique et démographique de la wilaya. L'exposé présenté par le wali, Cheikh Abdallah Oulewa, a porté sur le choix du développement local comme stratégie nationale. Il a indiqué que sa wilaya est désormais un acteur principal des références pour cette stratégie qui vise à regrouper les communautés et à promouvoir le développement local. Il est vrai que le Houd al-Sharqi se situe dans une zone exposée à des risques d'insécurité, de sécheresse, d'impact sur l'environnement. Et puis cette bonne nouvelle dans notre journal, il a plu sur une grande partie du territoire national. Certaines localités ont enregistré parfois plus de 100 mm. Voyons ensemble.
Après la pluie, le bon temps, dit-on, mais ici il s'agit de mauvaises nouvelles. La courbe des contaminations dues à la Covid-19 continue de monter. Sans plus tarder, nous suivons le point de presse du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie. La situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 durant les dernières 24 heures, 401 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 16 cas contacts et 385 cas communautaires. 205 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures. Et malheureusement, 6 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 25 063, dont 9 260 cas contacts, 15 600 cas communautaires et 203 cas importés. Le cumul des cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 21 985 et le cumul de décès est de 553. Nous avons aujourd'hui 2525 cas actifs, dont 2418 asymptomatiques, 67 avec des symptômes simples et 40 avec situation grave. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures se répartissent dans les muqata'a du pays comme suit. Un nouveau cas a été enregistré à Djigani, un à Nema et un à Timbedra. 10 nouveaux cas à Barkewel, 1 à Kankosa, 3 à Kifa, 2 à Kaedi, 1 à Makama, 2 à Mongel, 2 à Leg, un nouveau cas à Bababé, 5 à Bogué, 4 à Maktal Hajar, 4 à Boutilimit, 15 à Kermessin, 2 à Mederdra, 5 à Wadnaga, 9 à Rosso, 1 à Aoujift, 7 à Atar, 3 à Chami, 66 nouveaux cas à Nouadhibou, dans la Muqata'a de Nouadhibou, 6 à Mijriya, 4 à Tijija, 1 à Qabou, 4 nouveaux cas à Ouliange, 3 à Selibabi, 2 à Afderik, 9 à Zouarat, 7 à Akjoujet, 12 nouveaux cas à Oksar, 58 à Tefraq Zeyna, 21 à Dar Naïm, 32 dans la Muqata'a de Tayaret, 21 à Toujounine, 37 à Arafat, 18 nouveaux cas à Almina et 20 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2823, dont 2378 TDR et 442 PCR. Pour la situation de l'hospitalisation, 19 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées durant les dernières 24 heures, dont 13 cas légers et 6 cas graves. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 12 nouvelles sorties d'hôpital. La situation dans l'hospitalisation, dit hospitalisés aujourd'hui à Nouadhibou, dans le centre hospitalier de Nouadhibou, dont 4 graves, 2 dans le centre hospitalier de Kifa, 1 dans le centre hospitalier Hamad Aboutirimi, 2 dans le centre hospitalier d'Atar, 2 aussi dans le centre hospitalier de Zouarat, 1 à Kaedi, 1 à Aleg, 3 à Tijigje, 4 dans le centre mère et enfant, dont 1 grave, 14 dans le centre national de cardiologie, dont 9 graves, 41 dans le centre hospitalier national, dont 8 graves, 8 dans le centre de l'amitié, centre hospitalier de l'amitié, dont 4 graves, 17 dans le centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 12 graves. Au total, 106 malades hospitalisés pour cause Covid-19, dont 39 graves. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous nos malades dans les hôpitaux. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 5003 nouvelles doses, première dose, et 1100 deuxième dose. Je vous remercie. Et on ne cessera jamais de vous le dire, pour vous prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières.
Au Trarza, le Wali a entrepris une visite dans certains centres qui accueillent les candidats au baccalauréat. Objectif de la visite était de voir de près les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves. Le point avec Houroul Mouilh. Certains centres d'examen du baccalauréat de la wilaya du Trarza ont été l'objet de la visite d'information du Wali, M. Moulay Ibrahim ou Moulay Ibrahim. La visite avait pour but de s'enquérir du déroulement des épreuves. Il s'agit des centres d'examen de Medadra et d'Erkiz, dans la localité de Ribat al-Fath, relevant de la commune de Baraina, dans la Muqata'a d'Erkiz. Le Wali s'est informé des conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves du baccalauréat. Dans ce cadre, le Wali a souligné l'importance de la transparence et de la lutte contre la tricherie pendant les examens. Le Wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim ou Moulay Ibrahim, a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités régionales visant à intensifier les opérations de mobilisation et de sensibilisation pour limiter la propagation du virus dans la wilaya. Cette visite du Wali a englobé aussi les communes de Boutchilimit et de Wad où il a été informé des conditions de vie des populations. La sensibilisation contre le coronavirus s'intensifie à l'intérieur du pays. Des équipes sillonnent les rues des grandes villes pour aider les citoyens à briser la chaîne de contamination. C'est le cas notamment à Ayoun et à Rosso. Abdullah Damaba. Les autorités administratives, sécuritaires et responsables sanitaires, membres de la Commission régionale de lutte contre le coronavirus, se sont réunis à Ayoun afin de voir les voies et moyens pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le Wali du Khode Kharbi a déclaré que ces rencontres constituent une opportunité de voir le plan d'action à adopter dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à l'échelle régionale, et permettre aux citoyens désireux de se faire vacciner de prendre les doses au niveau des différents centres de santé. Au sein du centre hospitalier d'Ayoun, les doses de vaccins sont disponibles. Les citoyens qui veulent prendre les doses de vaccins se rendent sur place, même si du reste l'affluence est mitigée si l'on s'en réfère aux responsables de cette structure. Au Trarza, la campagne de sensibilisation pour le respect des mesures préventives face au Covid-19 a été lancé à partir de l'ISET, Institut supérieur d'enseignement technologique. Les différents acteurs impliqués dans le cadre de cette opération ont pris part à cette activité. Il s'agit ainsi d'encourager les résidents à se faire vacciner, respecter les mesures barrières. En plus, une quantité de masques et de matériel de désinfection ont été distribués en marge de cette campagne. Le hakim de la Muqata'a de Rosso, Abdelkader Oultayib, a précisé qu'un plan d'action a été élaboré pour sensibiliser les habitants. Il a par ailleurs déclaré que les mesures seront prises pour s'en tenir aux prescriptions recommandées. Le directeur général adjoint de l'ISET, Cheikh Alioul Hussein, a affirmé que cette opération a été initiée en collaboration avec la commission régionale chargée de la gestion de cette pandémie. L'objectif, dit-il, est de sensibiliser les travailleurs de cet institut, les quartiers environnants et habitants de cette ville. Le hakim s'est par ailleurs rendu à la société des bacs où il a été question de la nécessité de respecter les mesures barrières de la part aussi bien des employés et des voyageurs qui empruntent le bac de Rosso. Dans la capitale économique Nouadhibou, l'autorité de régulation des transports routiers a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation au Covid-19 qui vise les transporteurs, les gares routières et les voyageurs. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Eminem Tahlil. Dans un contexte sanitaire marqué par l'augmentation des cas de contamination au Covid-19, les autorités compétentes de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou ont multiplié et intensifié leurs opérations de sensibilisation visant à faire face à la pandémie. À cet effet, tous les services publics et privés ont été sensibilisés. Ici, au niveau des usines de production et de traitement des poissons, les employés commencent tout d'abord par l'application des mesures préventives avant d'intégrer le circuit de production. Cet employé explique qu'elles passent d'abord par le lavage des mains, ensuite par leur stérilisation et le port du masque. Tout, dit-elle, est mis en œuvre ici pour garantir la salubrité de notre environnement de travail. Le responsable de cette usine déclare que son institution est parfaitement consciente de l'importance de la situation et de son rôle dans la limitation de la propagation du coronavirus. Les employés, poursuit-il, doivent se laver les mains, porter leur masque et garder leur distance de sécurité au travail. Nous avons aménagé des horaires de manière à ce que seule la moitié des employés soient présentes en même temps. C'est ainsi qu'on a créé 2 groupes, un de jour et un autre de nuit.
Tout cela en plus de la vaccination de 60% des employés. Cet autre responsable affirme que tous les classificateurs doivent porter leurs masques et des gants de protection afin de s'isoler du produit qu'ils traitent, que ce soit en période de Covid-19 ou pas. Cet employé appelle quant à lui à la protection de toutes les étapes de production, à commencer par les niveaux de capture. Les responsables des ressources humaines affirment que la division en groupes de travail a diminué le nombre des effectifs présents sur le site, mais que leurs salaires n'ont par conséquent pas été affectés. C'est ainsi que ça passe l'application des mesures préventives dans les usines de production et de traitement du poisson dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, l'objectif étant entraver et empêcher la propagation du Covid-19. À Kifa, la capitale de la wilaya de la Saba, les centres de vaccination connaissent une affluence ces derniers jours. Ce sont plusieurs habitants de la ville qui prennent d'assaut très tôt le matin pour se faire vacciner contre la Covid-19. Bokar Bailova. Au centre de santé de Kifa, avec la recrudescence des cas positifs de coronavirus dans le pays, les citoyens se sont résolus à aller se faire vacciner. L'intensification de la campagne de sensibilisation engagée ces derniers temps a eu raison des sceptiques. En d'autres termes, les citoyens ont compris la nécessité de prendre une dose de vaccin, seul moyen en ce jour de se prémunir contre le virus. D'ailleurs, le chef du centre de santé de Kifa, Khatriouli Selmou, a indiqué que la structure a été prise d'assaut ces derniers temps en raison du regain du nombre de contaminations. Pour cela, la structure a déployé des moyens humains et techniques pour faire face à cette situation. Se faire vacciner au moment opportun, voilà le choix judicieux fait par ces habitants qui affirment qu'ils ne se sont pas posé de questions. Avec le virus qui est en train de muter, alors le vaccin est la planche de salut. Et ils appellent les autres citoyens à se départir des idées reçues sur le vaccin. Si la vaccination est en train de prendre l'ampleur, il n'en demeure pas moins que les campagnes de sensibilisation sur la gravité du coronavirus vont crescendo. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République préside au palais présidentiel la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la Cour des comptes. Clôture de la seconde session ordinaire de l'année parlementaire 2020-2021, marquée par la discussion et l'approbation d'un certain nombre de textes qui touchent à différents aspects de la vie du citoyen. Notre pays réceptionne 80 000 doses de vaccins anti-Covid-19, dont de l'État des Émirats arabes unis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous faire vacciner et de respecter les mesures barrières. Merci, à très bientôt.